Semaine 4, deuxième partie. Salah Sadou va nous parler du cycle de vie du développement d'un logiciel sécurisé, c'est-à-dire quelles sont les approches à avoir pour faire de la prévention sur son logiciel et surtout identifier les bonnes pratiques pour mettre en place une bonne sécurité au sein de son logiciel. Car on le verra beaucoup plus tard en termes de cybersécurité, l'injection de code et d'instructions au sein d'un logiciel, donc en remplaçant en binaire des jeux d'instructions, peut amener un hacker à avoir une porte d'entrée dans le logiciel pour accéder au système. Tous les logiciels doivent prendre conscience et mettre en place un ensemble de bonnes pratiques pour justement sécuriser au mieux son logiciel. C'est parti. Maintenant, nous allons voir comment traiter les problèmes de sécurité dans un système d'information. On va regarder principalement la version traditionnelle de la cybersécurité, comment on traite la cybersécurité. Alors, l'image que tout le monde a, c'est qu'il existe un système d'information, et puis tout autour, il y a un réseau, qu'on appelle un périphérique, dans lequel on va placer un certain nombre de systèmes. Par exemple, l'IDS, qui est l'Intrusion Detection System, qui veut dire un système qui va regarder, analyser les flux pour essayer de dire « Ah, là, peut-être qu'il y a eu une attaque ». Un système un peu plus intelligent qu'on appelle l'IPS, Intrusion Prevention Systems, qui va lui essayer de voir, avant même que l'attaque n'ait lieu, un début de construction d'attaque. Tout un système qui lui regroupe pratiquement les deux premiers et qui fait un travail beaucoup plus intelligent, qui est le SIEM, et qui va analyser tous les événements pour essayer de comparer ça avec des événements déjà passés ou anticipés. C'est là où parfois on intègre des systèmes intelligents qui construisent par exemple des profils d'attaquants, etc., pour essayer de détecter le plus tôt possible des attaques. Après, il y a tout ce qui est firewall, que tout le monde connaît, qui consiste à réguler les accès à notre système, ou les WAF, qui sont l'équivalent de firewall, mais réalisés pour les applications Internet, et qui régulent, pareil, la communication avec les applications Internet. Donc c'est tout ça, ce qu'on appelle la sécurité périphérique. La sécurité périphérique, c'est vrai, elle est importante. Elle est importante pour les systèmes qui existent déjà, qui ont leur vulnérabilité. On ne peut pas les modifier, car il faut savoir que la majorité des systèmes de traitement, de travail réalisés en informatique, c'est d'améliorer des systèmes déjà existants ou faire évoluer les systèmes existants. Donc, on va trimballer toujours les mêmes vulnérabilités et donc on est obligé d'essayer de protéger au maximum. Donc cette protection, on est dans un mode de réaction que de prévention. Mais réagir, souvent dire trop tard, parce que l'attaque a eu déjà lieu. On peut parfois la réaction assez rapide pour éviter qu'il y ait eu des dégâts, mais parfois on se rend compte de l'attaque un peu trop tard et les dégâts sont déjà là. La vision préventive, l'objectif, c'est de sécuriser le logiciel lui-même. C'est-à-dire comprendre ce que c'est les vulnérabilités, les identifier à l'intérieur du logiciel, être capable de comprendre quels sont les risques encourus pour chacune des vulnérabilités, parce que parfois, il peut très bien avoir des vulnérabilités qui n'ont aucune conséquence. Vulnérabilité dans le sens potentiel, mais dans la réalité des choses, elles peuvent ne pas exister. Ou parfois des vulnérabilités qui peuvent avoir des conséquences graves et d'autres des conséquences faibles, mais la correction d'une vulnérabilité peut coûter plus cher que ce qu'elle est censée corriger ou protéger. Bon, derrière, proposer des bonnes pratiques de développement pour éviter qu'il y ait des vulnérabilités. Et tout ça, arriver à permettre le fonctionnement de logiciels dans des environnements dits hostiles. Et des environnements qui ne sont pas hostiles, en ce temps, il n'en reste pas beaucoup. Tout ça pour dire que la sécurité, contrairement au cas de sécurité par réaction, c'est-à-dire périphérique, où on ajoute des fonctionnalités autour de la périphérie pour augmenter la sécurité, ici, la sécurité est considérée comme étant une propriété non fonctionnelle, c'est-à-dire on ne va pas ajouter une fonctionnalité au système pour qu'il assure sa sécurité, mais tout simplement dire que la sécurité est une propriété du système. Le système doit être sécurisé, comme il doit être maintenable. Avant, on parlait de maintenabilité pour diminuer les coûts. On parle de le système agile pour qu'il puisse s'adapter à différentes situations. Il doit être sécurisé et c'est une propriété du système. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques pour la sécurité? Alors, on va commencer dans l'ordre. C'est 1, être au courant des vulnérabilités, connaître les vulnérabilités pour les éviter.
Tout le monde parle bien sûr du top 10 OWASP, mais dans ce top 10, on va trouver les vulnérabilités qui ont été les plus utilisées, mais qui sont liées à des domaines applicatifs très différents. Donc quelqu'un qui construit son système, il ne sera pas concerné par l'ensemble des vulnérabilités qui sont dans le top 10. Par contre, il peut être concerné par d'autres qui se trouvent loin dans le classement. Et parfois, la vulnérabilité qui est la plus risquée pour son propre système, ce n'est pas celle qui est dans le top 10, mais celle qui est peut-être éloignée parce que c'est celle qui risque de nuire le plus à son système. Puis spécifier ce besoin de sécurité. On a vu tout à l'heure les propriétés de sécurité et qu'il faut trouver un équilibre. On ne peut pas tout avoir en même temps, et puisque parfois en augmentant une, on baisse l'autre. Donc il faut être capable de savoir quels sont les éléments qui nécessitent la sécurité, quelles sont les propriétés dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité, et à quel équilibre? Donc ça, il faudra trouver le bon équilibre pour bien spécifier ce besoin de sécurité. Et puis évaluer les risques, parce qu'on a vu qu'il faut trouver un bon équilibre, c'est-à-dire qu'on peut considérer dans certains aspects, le système n'est pas forcément très bien sécurisé et on ne peut pas faire autrement. Et dans ce cas, il faut être capable d'anticiper la chose et d'évaluer les risques et de présenter cette évaluation des risques aux décideurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités et dire oui, d'accord, on accepte que le système soit fait comme ça. Et puis, une fois tout cela réalisé, on va établir un plan de test de sécurité avant même d'avoir construit le système. Et dans ce plan de test qu'on va réaliser tout au long du cycle de vie de développement du logiciel, parce qu'à chaque étape, il y a des traitements spécifiques et pour permettre d'arriver à un test le plus complet possible. Faire une relecture de code croisée. Alors pourquoi on croise la relecture de code? Tout simplement, regardez vous-même, vous envoyez un mail, vous ne vous rendez pas compte, puis le récepteur il regarde, il voit des erreurs d'orthographe dans votre mail. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon que celui qui le reçoive. C'est tout simplement vous, quand vous écrivez votre mail, votre principale activité, c'est de transformer votre image mentale en image textuelle qui va être lue par le récepteur. Par contre, le récepteur, lui, il doit construire une image mentale à partir du texte. Et donc, il va analyser précisément le texte pour se construire son image. Et donc, il est plus apte à trouver les erreurs que vous qui étiez concentré juste sur la transformation de l'image mentale vers le texte. Et c'est pareil pour le développement. On est concentré sur comment résoudre le problème et certains éléments, on va passer à côté. Et celui qui va relire notre code, lui, il ne va pas chercher à construire. La solution, elle est là. Il va essayer de trouver précisément les erreurs. Puis jouer le plan de test. Parce que construire un plan de test, c'est une chose. Être capable de le jouer, c'en est une autre. Et donc ça aussi, c'est un exercice qu'il faudra planifier et l'organiser et montrer à quel point votre façon de jouer le test couvre, à quel niveau le test que vous avez prévu. Puis réaliser les tests d'intrusion. Parce qu'au moment que vous avez fini votre système, vous allez le déployer, il y a toute une architecture de déploiement, et cette architecture de déploiement va ajouter des possibilités aux attaquants et qui risquent de mettre en évidence des vulnérabilités qui étaient minimes au départ et qui sont exposées de manière excessive à travers l'architecture. Et l'architecture de déploiement elle-même peut avoir des erreurs. Donc, il faudra faire des tests d'intrusion, se mettre à la place de l'attaquant et attaquer son propre système pour essayer d'identifier des vulnérabilités. Et une activité qui est pas mal utilisée dans le monde, je dirais, de la qualité logicielle, qui est les métriques sur le logiciel. Et appliquer des métriques à tous les niveaux, à chaque étape du développement logiciel, parce que ce sont des informations très précises sur notre logiciel et qui peuvent nous renseigner sur sa qualité et aussi sur le potentiel vulnérabilité qui peut contenir. Maintenant, revenons sur ces bonnes pratiques un à un. Commençons par l'identification des vulnérabilités, du moins les plus connues. Donc, ça consiste à identifier les menaces, c'est-à-dire les éléments de notre système qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire ceux qui ont une valeur à protéger, et les interfaces de notre système qui peuvent mener jusqu'à ces éléments-là. Et il est primordial de connaître tous ces éléments-là pour pouvoir parler de sécurité et de pouvoir régler le niveau de sécurité en termes de confidentialité, intégrité, disponibilité par rapport à ces éléments de notre système. Faire les hypothèses suivantes. Quand on dit que l'utilisateur n'est pas capable de faire cela et donc c'est bon, dites-vous que l'attaquant, si.
lui, il est capable de le faire. Mieux vaut partir de cette hypothèse-là. Si vous dites que l'utilisateur, vu son contexte de travail, il ne réalisera jamais ça, dites-vous que l'attaquant, c'est ce qui va l'intéresser. Donc, il le fera. Identifiez les exploits. Les exploits, c'est quoi? C'est toute vulnérabilité qui, on sait qu'elle mène à une attaque réelle, c'est-à-dire qu'elle a été exploitée réellement et on sait comment l'exploiter, l'attaquant sait comment l'exploiter pour atteindre des objectifs. Connaître le top 10 d'OASP, c'est vrai, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous avez la liste du MIRT, vous avez deux bases de données, une qui concerne la collection de l'ensemble des vulnérabilités avec des petits exemples qui vous montrent ce que c'est la vulnérabilité, et une autre qui va classifier l'ensemble des vulnérabilités par famille, ce qui vous permettra, donnera une bonne lecture de ces vulnérabilités, de comprendre la logique globale de l'ensemble. Vous avez ici des adresses pour pouvoir avoir plus de détails sur ces deux bases de données, qui sont des bases de renseignements importantes qui vous permettront d'augmenter votre niveau de compréhension et de connaissance sur les bases de vulnérabilité. L'étape de construction de plan de test. C'est vrai qu'il existe des outils de sécurité, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas encore matures. Donc, utiliser des outils, certes, c'est très intéressant parce que la taille des logiciels est énorme et ne pas s'aider avec des outils d'aide, ça serait prendre des risques de faire des erreurs. Hein, et l'humain, à un certain moment, vu la charge, il peut faire des erreurs. Et puis, tester tout au long du cycle de vie. Parce qu'à chaque étape, on va avoir des tests spécifiques et avec des outils spécifiques tout au long du cycle de vie. L'objectif, c'est de diviser pour mieux régner et pour essayer d'être le plus complet lors de nos tests de sécurité. Tester au plus tôt, pourquoi? Parce que tout simplement, on sait très bien que lorsqu'on détecte tard un problème, retrouver sa source, c'est-à-dire revenir dans le cycle de vie en arrière et dépiler toutes les étapes, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile de retrouver la source exacte. Et plus souvent, parce que à chaque fois qu'on avance, potentiellement, on peut intégrer de nouvelles vulnérabilités et donc ce serait intéressant de tester le plus souvent possible. Comprendre le sujet testé, c'est-à-dire avoir des documentations. Ça serait mieux que ce soit des documentations formelles, comme l'architecture du système, tous les diagrammes de notre système, pour comprendre exactement où sont les éléments à sécuriser, quelles sont les relations avec le reste du système, etc. Comprendre la portée de la sécurité. De quoi on aurait besoin exactement? On avait vu les trois propriétés, mais à quel niveau on aurait besoin de quoi exactement et quelles sont les règles qu'il faudra respecter? Par exemple, des règles normatives comme la RGPD qui est imposée par l'Europe. Il faudrait savoir à quel moment elle doit s'appliquer et comment elle doit s'appliquer. Développer un bon état d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement un développeur d'applications classique, il va réfléchir, par exemple, pour la spécification des besoins des fonctionnels ou ce qu'on appelle les cas d'utilisation, il va réfléchir par rapport à ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire l'utilisation par l'utilisateur. Mais pour vous, pour un concepteur de système sécurisé, il faut certes réfléchir par rapport à l'utilisateur, donc les besoins fonctionnels, donc on va faire des cas d'utilisation fonctionnels, classiques et les relations entre les différents cas. Mais en parallèle, on va se mettre dans la peau d'un attaquant et à chaque étape dire « oui, mais l'attaquant là, qu'est-ce qui l'intéresserait de faire ?» Et on va faire, pareil, un diagramme de cas d'utilisation malicieux. Et donc, on aura le cas d'utilisation normal et le cas d'utilisation malicieux. Utilisez les bons outils parce qu'à chaque étape, vous allez avoir besoin d'outils et les outils ne sont pas tous équivalents. Et gardez dans l'esprit que les outils, c'est important pour nous aider dans des tâches très récurrentes, très lourdes, mais ils ont leurs limites. Donc, bien comprendre quelle est la limite de nos outils pour savoir jusqu'à quel point on peut leur faire confiance. Et à chaque fois que vous avez la possibilité de vous appuyer sur le code source, c'est l'information la plus sûre, parce que c'est ça qui va s'exécuter réellement, eh bien, il faut revenir au code source pour comprendre parfois des problèmes qui sont de niveau, je dirais, plus logique. Et les outils qui sont génériques, ils ne peuvent pas détecter des problèmes de sécurité sur la logique de fonctionnement ou la logique métier de votre système. Mais bien sûr, on aura besoin des outils parce que le code source sont des millions et des millions de lignes de code. Il faut être capable de s'appuyer. Alors, d'autres outils qu'on peut utiliser, ce sont les métriques.
qui sont des informations très importantes sur le logiciel et qui donnent des informations sur la qualité, mais la qualité jusqu'à des niveaux qui peuvent inclure la sécurité. C'est-à-dire des informations qui veulent dire, là, si c'est la qualité à ce niveau-là, ça peut mettre en cause la sécurité même de mon système. Et enfin, mettre en place comment va être rédigé mon document de résultat de test pour que l'information, lors du cycle de développement, quand on revient, on trouve une information pertinente et utile pour le prochain cycle de vie. L'étape revue de code, c'est l'analyse statique du code, c'est-à-dire on a le code et on va analyser le code. Bien sûr, des millions et des millions de lignes de code, on ne peut pas le faire toujours manuellement. On va s'aider avec des outils. Il existe des outils du monde du commerce comme Fortify qui sont très bien faits, Secure Software ou Findbugs, etc. Mais ce qu'il faut savoir, ces outils-là, déjà, ils ne couvrent pas toutes les vulnérabilités, loin de là. Et de plus, ils génèrent beaucoup de ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire, ils vont vous signaler qu'il y a un problème, et quand on va analyser par un expert, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Tout ça parce que leur approche de travail, c'est construire des patrons qui correspondent à une certaine vulnérabilité, et dès qu'ils trouvent une similarité dans le code, ils essaient de dire, effectivement, là, j'ai une soupçon sur vulnérabilité. Mais trop de faux positifs, c'est-à-dire trop d'informations, parfois tue l'information. Et du coup, les développeurs, à un certain moment, à force de recevoir des alertes, ils ne vont plus vérifier. Et c'est comme quand on a trop crié au loup. Donc, à un certain moment, on ne va pas vérifier alors que la vulnérabilité est réellement là. L'autre approche, c'est l'analyse humaine. Bien sûr, il n'y a pas mieux que l'humain parce que c'est un expert en sécurité. Et lui, il va regarder même des aspects fonctionnels, des aspects métiers. Mais bon, sa limite, bien sûr, reste sa capacité en tant qu'humain à analyser des millions et des millions de lignes de code. Qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier? Alors surtout, par l'analyse humaine, on va pouvoir identifier des vulnérabilités qui sont difficilement détectables par des outils, parce que liées à la logique métier ou liées à des situations, par exemple, à un traitement qui peut se faire en parallèle, mais l'analyse de code statique ne peut pas le voir, et du coup, un peu de traitement qui peut se faire avant un autre et mettre le système en termes logiques dans une situation très délicate, que l'attaquant va pouvoir exploiter. Des erreurs dans le codage qu'on ne peut pas les voir si on ne les rencontre pas lors de l'exécution. Une analyse de code, là, en l'occurrence automatique, peut nous détecter des erreurs, et des erreurs qui peuvent être exploitées par les attaquants, et ça devient une vulnérabilité dans le système. Et enfin, ce qu'on appelle les bad smells. Littéralement, quand on dit ça sent mauvais. Et là, c'est l'expert sécurité qui va voir des situations dans votre système et qui dit « Ouh, là, ça ne me plaît pas ». Ça ne me plaît pas, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire « J'attire votre attention à les vérifier ». Et quand on va vérifier, on doit soit dire « Ok, c'est vrai, il y a un problème » ou tout simplement « Non, 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 c'est une fausse alerte, c'est normal que ce soit fait comme ça parce qu'il fallait que je trouve une solution, je l'ai trouvé comme ça, mais il n'y a pas de problème, j'ai vérifié ». Ok, d'accord. Donc, ce sont de potentielles vulnérabilités, de possibles vulnérabilités qu'il faudra quand même vérifier.